En Afrique, comme sur la scène internationale, la véritable bataille n'est peut-être plus seulement celle du pouvoir ou de la souveraineté, mais celle de la confiance. Confiance entre États, entre gouvernements et citoyens, entre partenaires économiques et au sein des institutions multilatérales. Sans elle, justement, cette confiance, ni intégration régionale, ni paix durable, ni développement d'ailleurs économique ne peuvent réellement s'inscrire dans le temps. Du Sahel aux Nations Unies, de la CEDEAO aux BRICS, des tensions migratoires au débat monétaire, une même et unique question traverse l'actualité africaine, celle de savoir comment rebâtir la confiance entre États, entre institutions et entre citoyens. Bienvenue dans le Débrief Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire sur Medi 1 TV. Pour décrypter, en tout cas, pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'insigne honneur pour le final surtout de la saison d'accueillir des confrères de qualité, des confrères que j'apprécie beaucoup. D'abord, Mohamed Ndiong. Bonjour Mohamed. Bonjour Bachir, merci beaucoup pour l'invitation. Mohamed Ndiong est journaliste à l'E360. Il est habitué de l'émission, justement. Il est spécialiste vraiment en intelligence économique et en géopolitique africaine. Sa lecture transversale des dynamiques économiques et stratégiques du continent apporte forcément une perspective précieuse à nos échanges. Mohamed, bienvenue encore, merci. En face de lui, El Hadj Mamadou Gueye aussi, un habitué. Bonjour El Hadj. Bonjour Bachir. El Hadj Gueye est journaliste à l'Économiste. On l'a beaucoup présenté dans cette émission parce qu'il est habitué aussi, il est spécialiste des enjeux économiques en Afrique surtout. El Hadj décrypte les politiques publiques, les transformations des économies africaines et les stratégies d'entreprise qui façonnent les nouveaux équilibres économiques du continent. At last but not least, notre ami Ngoran Jetem Yao, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Bachir. Merci. Ngoran est journaliste justement à H24 Info. Ngoran est surtout une voix engagée pour le rapprochement entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Ngoran préside le Club des professionnels subsahariens au Maroc, un réseau d'influence au service du dialogue économique et de la coopération sud-sud. Monsieur complet? Très. Merci. Sans plus tarder, donc, notre premier thème à décrypter, c'est CEDEAO-AES, donc Alliance des États du Sahel. On a intitulé ça La confiance à reconstruire, parce qu'il y a un débat quand même autour. C'est justement en référence à la déclaration de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, et tout nouveau président en exercice de la CEDEAO. Je le cite, il faut rétablir la confiance entre la CEDEAO et l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Le contexte est clair, c'est lors de sa visite dernièrement à Bamako qu'il a annoncé, en tout cas prononcé cette déclaration depuis son accession à la présidence tournante de la CEDEAO il y a quelques jours simplement. M. Diomaye Faye, comme on l'appelle, tente de repositionner le Sénégal comme médiateur dans ce conflit entre l'Alliance des États du Sahel et le reste de l'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Ouest surtout. La question qui se pose, je m'adresse à vous, Mohamed Ndiong, Bassirou Diomaye Faye, donc le président sénégalais, était-il en mission pour la CEDEAO ou pour le Sénégal? En mission, oui. Mission pour qui? C'est la question. Mais en fait, le contexte, il faut repositionner en fait, cette déclaration dans un contexte de déplacement au Mali, où il a été reçu par le président Assimi Goïta. Moi, je pense qu'en fait, Bassirou Diomaye Faye tente de recoller les morceaux vraiment d'une situation qui est déjà carabinée, carrément, parce que l'AIS déjà a pris le large, il faut le dire, l'AIS a pris le large. Ils sont en train un peu de rebâtir une alliance, une confédération régionale avec les pays qui le concernent. Maintenant, peut-être que la CEDEAO, pour moi, ce que la CEDEAO pourrait faire un peu pour recoller les morceaux, c'est d'établir des ponts de coopération socio-économique, diplomatique, culturelle et autres, afin que ça ne se brise davantage pas. Parce que l'Afrique n'a pas besoin déjà en fait, de balkanisation. On en a largement et longuement subi, ce qui fait aujourd'hui, en fait, qui est l'une des conséquences du sous-développement, et ça continue totalement. Quand on regarde un peu vers le Soudan, ce qui se passe ailleurs, donc la balkanisation vraiment n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Donc, si davantage, au lieu de... Donc, balkanisation, découpage à l'extrême de ces pays, donc, qui les rend plus faibles encore. Tout à fait. Et ce qui rend ce problème beaucoup plus complexe, c'est qu'on partage une monnaie unique. Et c'est ça, c'est très difficile. Donc, ce n'est pas une monnaie qui est créée il y a une dizaine d'années, c'est une monnaie vraiment qui, depuis demi-centenaire, quoi. Ça veut dire que c'est très profond. Maintenant, le président, je reviens sur la déclaration du président Diomaye Faye, il a parfaitement raison. Il faut rétablir la confiance.
Mais pour moi, la confiance entre qui et qui sont les acteurs déjà? Justement. Parce que ce n'est pas les peuples de la CEDEAO. C'est pourquoi ma question, c'était de savoir est-ce qu'il y est allé en tant que président de la CEDEAO ou en tant que président de la République du Sénégal. El Hadj Gueye, peut-être pour... Je rejoins un peu Ndiang dans ce qu'il dit, mais je pense que Bassirou Diomaye y allait avec les deux casquettes. Parce que Mali-Sénégal, par exemple, il a commencé par le Mali. Mali et le Sénégal, par le passé, étaient un même pays. Parce que c'est deux peuples quand même qui se ressemblent dans bien des domaines. Et il fallait un acteur dans cette sous-région qui puisse entamer au moins le dialogue. Parce qu'il y avait une rupture. Et la rupture a été un peu brutale. Les pays de l'AES avaient déjà pris le large, comme il l'a dit. À un moment donné, ils avaient déjà lancé une certaine organisation qui était en train d'avancer en mettant en place leur propre banque, en prenant des décisions entre les trois présidents qui sont là. Maintenant, il ne faut pas que cette rupture soit continue, parce que nous partageons beaucoup au-delà des frontières. Économiquement, l'AES, c'est plus de 72 millions de personnes. C'est-à-dire c'est un grand marché. C'est un marché. C'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et qui dépend aussi des pays qui sont des pays côtiers. Si on regarde bien, c'est des pays sahéliens qui dépendent aussi des pays qui sont côtiers. Par exemple, le port de Dakar aujourd'hui, si on enlève ce que représente le Mali, ça va vraiment peser très lourd sur le Sénégal. Donc c'est des pays qui vont tout le temps être liés. Mais vous ne répondez toujours pas à la question. Est-ce qu'il est donc allé en tant que président du Sénégal? J'ai dit dès le début qu'il est allé avec les deux casquettes. En tant que président du Sénégal, parce que c'est deux peuples frères, et en tant que aussi peut-être un missionnaire envoyé par la CEDEAO. En tout cas, peu importe la casquette qu'il a, l'important c'est que ce dialogue-là reprenne et qu'on puisse discuter. Parce qu'il n'y a pas de rupture entre les peuples, comme il l'a dit. Il n'y a pas de rupture entre les peuples. La rupture, ça concerne les dirigeants et peut-être les voies par lesquelles passent certains dirigeants pour prendre le pouvoir. C'est ça les points de rupture. Mais entre les peuples, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ngoran, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez la même lecture que vos deux confrères? Est-ce qu'il y est allé en tant que président ou en tant que président aussi de la CEDEAO? Pour répondre à la question, je pense que les déplacements ou les actions, les initiatives au nom de la CEDEAO sont quand même structurées et réglementées. Voilà. Et donc, personnellement, je n'ai pas vu un communiqué de la CEDEAO annonçant le déplacement de son président d'exercice. Donc, sur le coup, je ne peux pas tabler qu'il soit allé en tant que président de la CEDEAO. Mais tout simplement en tant que président du Sénégal. N'empêche que, avant d'être président en exercice de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye a été missionné pour établir le pont entre la CEDEAO et l'AES. Voilà, donc il y est allé en tant que président du Sénégal, son verbatim le traduit, et ne pouvant se départir de cette ancienne mission de médiateur qu'il a eue et de cette nouvelle casquette de président, il en a profité pour sortir cette phrase phare. Et voilà. Donc là, il nous dit qu'il faut rétablir... Oui. Par rapport à ce que El Hadj Malick a dit, notamment en fait, sur les deux casquettes que porte le président Diomaye Faye lors de sa visite au Mali. Moi, je pense qu'effectivement, moi j'ose avancer, c'est-à-dire que là, c'est le président du Sénégal qui est parti. Mais aussi pour tâter le pouls, en fait, en tant que président de la CEDEAO, pour prochainement revenir avec vraiment une mission claire, comme l'a dit aussi Yao, claire, portée par la CEDEAO, avec des mécanismes, avec vraiment tout ce que l'appareil diplomatique de la CEDEAO contient, pour un peu, pas amorcer, mais un peu réduire un peu la tension. Parce que la tension, à un moment donné, elle était extrêmement vive. Quand on avait pensé qu'à un moment donné, il y avait une force d'interposition qui pourrait en fait, aller rétablir un peu l'ordre constitutionnel. Bon, alors on était allé très très loin. Donc aujourd'hui, et les États de la CEDEAO aujourd'hui n'ont pas oublié ça. Et jusqu'à présent, il y a une tension latente qui est là-bas. Donc venir en tant que nouveau chef, nouveau président de la CEDEAO et tenter de recoller les morceaux, c'est un pari extrêmement risqué. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Et d'autant plus que d'ailleurs, c'est la première visite d'un chef d'État de la CEDEAO au Mali depuis 2022. Je rappelle. Ça, c'est important aussi. Donc, avec le temps, justement, il fallait peut-être recoller les morceaux, comme vous dites. Est-ce que la confiance peut-être, oui, justement, restaurer après plusieurs années de rupture comme ça? Est-ce qu'on peut tout de suite repartir sur de bonnes bases en termes de confiance? El Hadj Gueye? Mais bien sûr, mais ça prendra un peu de temps parce que je pense que les blessures quand même sont un peu profondes parce que comme il a dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment donné, la CEDEAO est allée trop loin dans les décisions contre ces pays-là, en voulant les sanctionner sur le plan économique, sur le plan
diplomatique et surtout en pensant qu'il fallait intervenir notamment au Niger. Donc en ce moment-là, je pense que la CEDEAO était allée trop loin. Et maintenant, bon, ces années de blessures, je pense qu'il faut prendre aussi des années pour les penser. Déjà, le dialogue n'a pas encore commencé officiellement, comme on le dit, mais s'il y a des tentatives pour recoller les morceaux, c'est une bonne base. Il faut continuer ces contacts-là, essayer de se retrouver autour d'une table, surtout pour discuter des questions qui fâchent. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui fâchent, la question des coups d'État, la question de la démocratie et tout. Mais il ne faut pas aussi prendre les conséquences seulement comme problème. Ces problèmes-là ont des causes. Pourquoi ces pays ont recours à des coups d'État pour avoir de nouveaux chefs? Il faut que cet espace commun soit un espace développé. Il faut que les personnes qui y vivent sentent qu'elles ont un avenir ici. Tant que ce cercle vicieux-là reste comme ça, il y aura toujours le même problème. On va installer un président démocratiquement, le peuple va se fâcher et demain, l'armée va se réveiller pour renverser ce président-là. Et on va continuer ce cycle éternel. Oui, exactement. Justement, est-ce que, Ngoran, je me tourne vers vous, est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour le président Faye de repositionner simplement le Sénégal comme médiateur dans cette démarche? Oui, le Sénégal comme médiateur, ça a un petit relent historique quand même. Ouais, on sait que le Sénégal... Parce qu'ils rappelaient tous les deux que c'est le même peuple, c'est les mêmes passés historiques et tout ça. Le même passé historique. Quand on remonte très loin dans l'histoire, à la veille des indépendances, on a cette histoire de la Fédération du Mali, où il y avait le Mali et le Sénégal. Donc, et mon confrère a sorti un aspect économique, le port, qui sont des centres névralgiques stratégiques pour les économies de ces régions, dépendent aussi... 70% des importations maliennes qui passent par le port de Dakar. Voilà, dépendent beaucoup aussi de ces pays de l'Interland. Donc là, aujourd'hui, dans la situation actuelle, bon, c'est le port de Nouakchott qui se frotte les mains. Est-ce que ça doit persister? Est-ce que ça doit perdurer? C'est de bonne guerre que le président Bassirou Diomaye Faye essaie de repositionner son pays pour ne pas avoir ce match gagné. Mais je voulais quand même intervenir avant que tu prennes la parole, sur la question de la confiance. Elle va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui sépare l'AES de la CEDEAO est purement... c'est la vision stratégique, c'est la vision idéologique. L'AES l'AES parle pour une souveraineté. Elle se voit dans un souverainisme sans la France, en dehors de la France, en dehors du bloc occidental. Ce que ne peut aujourd'hui pas se permettre la CEDEAO. Donc, c'est ça le point saillant. Et la gestion de la crise a été très mal conduite sous les présidents en exercice passé. L'idée de déployer une force, ça n'a pas été diplomatique. Ouais. Donc aujourd'hui, confiance, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Absolument. Mais important d'avoir des bases relationnelles qui garantissent la libre circulation des pays et mettre les populations en dehors de... Donc le président Faye est un peu la personne idoine pour... Absolument. En fait, vous avez posé une question tout à l'heure à Goran par rapport à la médiation. Moi, je pense qu'en fait, la plupart des crises en Afrique aujourd'hui ont été amplifiées par en fait, l'échec des médiations. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde, que ce soit les Nations Unies, les organisations régionales, s'il y a des crises qui persistent souvent, c'est les médiations qui échouent. Et la plupart du temps, on ne prend pas le temps de la réflexion, le temps de poser des mécanismes clairs, vraiment inclusifs pour voir la médiation. Parce que les médiations, ça prend du temps en fait. Ce n'est pas une crise qui est arrivée dans un pays, dans une région. Immédiatement, de facto, on doit trouver des solutions. Parce que la crise, souvent, comme m'a dit en fait Elhadji Malick, les crises qui viennent en Afrique, c'est des crises latentes qu'on a laissées passer depuis des années. Et dès qu'elles surgissent immédiatement, on veut vraiment régler l'affaire du jour au lendemain. Alors que le temps de la conception de cette crise ne peut pas être vraiment, on ne peut pas le régler dans un temps record parce que la conception a été très longue, très dure, qui a été bâtie. Donc pour moi, aujourd'hui, l'Afrique peut sortir de en fait, des crises cycliques. Il faut vraiment qu'on repense en fait, nos termes de médiation. Les médiations, déjà, qui sont les acteurs? Est-ce que ces acteurs ont cette légitimité aujourd'hui de venir réclamer des choses? Et la plupart des présidents, malheureusement, de la CEDEAO qui demandaient des sanctions, on sait bien comment ils ont été élus. Ouais. Coup d'État national, coup d'État militaire, tout ça. Donc, qui repose vraiment la problématique maintenant de la légitimité des acteurs qui posent des questions pour demander des règlements. Oui, peut-être pour terminer là-dessus. Oui.
c'est que les mesures ne sont pas dans la médiation même n'est pas dans une dynamique de régler le problème. Mais ce sont des mesures qui sont prises par peur. On a peur de l'effet de contagion. Il faut effrayer de sorte à ce que, en nos sein, ça ne donne pas des idées aussi. Mais ça ne peut pas marcher. C'est qui est légitime aussi. Hein. Justement, ça donne, absolument, ça donne beaucoup, ça fait beaucoup de débats, tout à fait. Parce que, justement, pour avancer, on va encore rester avec Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, cette fois-ci sous sa vraie casquette de président sénégalais, en tout cas chef de parti, parce qu'il vient de créer son nouveau parti qui s'appelle Kiraay, je crois. Oui. Kiraay qui veut dire quoi, LHD? Protection, bouclier. Il y a des débats sur la signification. C'est un Wolof. Il nous dit en tout cas, il va très fort. Désormais, aucun va-t-en-guerre ne pourra troubler la quiétude des Sénégalais. Que s'est-il passé, Mohamed Diong? Qu'est-ce qui a changé? Cette phrase est prononcée lors d'un contexte justement de consolidation du pouvoir après une alternance historique. Hein, vous connaissez bien mieux que moi que tu. Ma question est simple. Qui est visé? Qui est va-t-en-guerre aujourd'hui? Moi, je pense qu'en fait, cette déclaration répond un peu au nom de son parti Kiraay, en Wolof, qui dit bouclier, protection, tout ça. Parce qu'en fait, le Sénégal, à un moment donné, il a traversé une crise. De 2000 à 2021, 2023, le Sénégal a traversé une crise extrêmement sévère, très dure quand même. Et aujourd'hui, on se remémore, en fait. Tout le monde a peur. Est-ce qu'on ne va pas retomber, en fait, de travers par rapport à ces crises-là? Et lui-même, bon, quand il dit ça, c'est parce qu'il dit, écoutez, ce qui s'est passé, enfin, on sous-entend ce qui s'est passé en termes de crise ne va pas se répéter. Donc, il n'y a pas de vente en guerre. Alors maintenant, on aurait bien aimé quand même qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. On n'était pas en guerre, mais on y était presque vraiment. Après, en tant que là, le nouveau président d'un parti aujourd'hui, il a besoin de rassurer ses militants, rassurer les Sénégalais. Lui, de toute façon, il ne va pas s'engager en fait dans des dynamiques de confrontation. C'est ça qu'il veut dire. Maintenant, la question, c'est est-ce que les germes en fait, qui ont conduit à ces manifestations, à cette guérilla qui a urbaine, au niveau même des villages. Absolument. En Casamance, c'était très dur. Même cette guérilla, en fait, cette tension a été créée par des conditions. Maintenant, en tant que président, est-ce qu'il va laisser ces conditions-là pousser encore à qu'on puisse revenir à cette situation? Est-ce que les mêmes causes vont produire exactement, les mêmes effets? Mais c'est là où quand même lui-même, on l'interpelle en tant que président de faire tout à ce que ces éléments qui ont conduit à une guérilla nationale ne puisse se reproduire. Donc le terme vente-en-guerre, écoutez, oui, il peut avertir, mais ne produisons pas les mêmes causes qui vont aller considérablement vers les mêmes effets. Les mêmes effets. En tout cas, il cherche à rassurer, dit-il, une population marquée par plusieurs années de tensions politiques. Ngoran, est-ce que ce message vise aussi autant les acteurs politiques que les partenaires internationaux? Parce que peut-être les vente-en-guerre, ce n'est pas seulement peut-être des Sénégalais dans ce cas de figure. Oui, on ne peut pas sortir le propos du président Diomaye Faye du contexte qui prévaut, du contexte de rupture entre lui et son colistier d'il y a quelques mois, oui, et d'il y a quelques années. On se rend compte que le Sénégal a besoin de rassurer les partenaires économiques, les bailleurs internationaux, de ce que... voilà, les choses vont se faire selon les grilles internationales, les grilles macro qui dirigent les choses. Et ce discours vient au lendemain, je pense que si c'est né dans le contexte de la présentation de son parti, vous savez, c'est le jour même. Ouais. Vous savez, c'est un tandem. On a eu Bassirou Diomaye Faye, on a connu le président Sonko, le président du parti PASTEF. C'est deux caractères différents. Le président Sonko est présenté comme le plus fougueux. Bassirou a été dans l'ombre, diplomate d'une certaine façon. Et donc, ce discours, aujourd'hui, vient entériner la rupture, déjà, et rassurer les partenaires internationaux, en même temps que sa base électorale qu'il entend de se constituer. Et LHD, c'est le triptyque, quoi. Rassurer les bailleurs, la population et sa base. Oui, je pense que ce qu'a dit Yao, je suis d'accord parfaitement avec lui. Moi, j'insiste surtout sur le volet économique parce que le Sénégal, comme il l'a dit, a traversé une crise très difficile entre 2021 et 2024. Et je ne parle pas seulement sur le plan social que les conséquences ont été énormes, mais sur le plan économique surtout, on a vraiment reculé parce qu'il y a eu beaucoup de destruction à coups de milliards, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui
qui ont temporisé, qui ont même arrêté d'investir au Sénégal parce que le contexte n'y était pas. Et là, on a un président, après 2 ans de mandat, qui se rend compte que cette situation latente où on a un Premier ministre et un président qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou bien un opposant qui peut un jour peut-être mobiliser ses troupes pour refaire le même coup, ça ne va pas passer. Et il se dit que moi, en tant que président de parti, et aussi en tant que président de la République, il faut que je m'affirme. Il faut que je montre que ce Sénégal-là peut être un pays sécurisé, peut être un pays sûr, et que mon devoir, c'est de protéger tous les Sénégalais, comme on le dit. À la fin, nous sommes tous des Sénégalais. Nous ne sommes pas des Sénégalais de Bassirou Diomaye Faye et des Sénégalais d'Ousmane Sonko ou de notre homme politique. Nous sommes tous des Sénégalais. Peu importe les divergences que nous pouvons avoir en tant que peuple, en tant que citoyen, il faut que ça se règle de façon pacifique. Parce que ce qui s'est passé, ça a aussi terni beaucoup l'image du Sénégal à l'international. Ça a terni l'image d'un pays à l'international et on paye aujourd'hui toujours ce prix-là. Là, moi, je pense qu'en fait, à ce niveau-là aussi, il y a un message en fait, caché dans son discours. Parce qu'en tant que président de la République, ce discours de Bassirou Diomaye Faye, pour moi, il renvoie à un discours politique. Ça veut dire quoi? Plutôt cette déclaration. Oui, cette déclaration plutôt. Elle renvoie à un discours politique disant que, écoutez, moi je suis président, même si bon, les modalités de son élection, on connaît, que je tiens les leviers de ce pays pour assurer la sécurité, pour montrer en fait vraiment son autorité. Là, c'est un discours martial en quelque sorte. Si on veut voir ça, écoutez, il n'y aura rien. Ceux qui veulent servir la République seront protégés, les vents en guerre seront punis, en langage clair. En clair, la République, c'est lui. Voilà, la République, c'est moi. Donc, c'est un discours d'avertissement, mais en même temps aussi de confiance. Appel aux bailleurs, comme on a dit, appel aux bailleurs, reprendre, restaurer un peu, avoir la main, parce que jusqu'à présent, les gens, en fait, au Sénégal, le débat, ah non, c'est un président par défaut. C'est un président par défaut, oui, dans les déclarations, mais le président, c'est moi. Moi, je pense que le message est nous avons une longue tradition de dialogue. C'est-à-dire, moi, j'insiste sur ce point-là. C'est-à-dire, il faut éviter d'y aller trop fort. Parce que le Sénégal est réputé pour être un pays de dialogue. C'est un pays, quand même, si on a fait aujourd'hui, depuis l'indépendance, c'est combien d'années? C'est 90 ans presque. On n'a jamais eu de coup d'État militaire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire peut-être, à chaque moment de notre histoire, on a su prendre les bonnes décisions, en tout cas avoir assez de lucidité pour que ça ne tombe pas, ce qui arrive dans d'autres pays n'arrive pas chez nous. Donc il faut continuer cette tradition. C'est l'exception sénégalaise. Exactement, il faut avoir cette exception sénégalaise-là et continuer cette tradition-là. Parce que le discours de Diomaye, la déclaration de Diomaye, pour moi, il est allé trop fort. Il est trop fort parce que... Il a dit que c'était martial d'ailleurs. En face aussi, il y a du répondant. Et là, on va laisser Ngoran nous... Oui, moi, j'essaie de regarder un peu de près cette question. Est-ce que le président Diomaye Faye est un président par défaut? Mais en scrutant, en regardant de près, j'ai vu que non. Je me suis rendu compte qu'il a été un pilier du parti. Il était à sa fondation. Il a été secrétaire général. Donc, il a organisé le parti. Tout à fait. Et ils ont déposé la candidature dans le même temps, quand ils étaient incarcérés tous les deux. Donc, ça suit une logique politique bien préparée, bien affinée. C'est loin du schéma du genre j'ai été contenu, allez, vas-y. Non, c'est une stratégie du parti. Parce que quand on est dans un parti, on est d'abord dans la défense d'une idéologie, d'une vision. Donc, c'est une vision dont une seule personne ne peut s'approprier, mais qui est partagée. Donc, ça a été ce qu'il a voulu mettre en avant pour dire que je ne suis pas un président par défaut. J'ai épousé la vision je l'ai, mais le désordre, je ne laisserai pas passer. Jamais, quoi. Okay. En tout cas, c'est question de confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui manque en fait dans ces déclarations, un mot très important et qui, pour moi, qui confirme ce qu'on a dit comme un discours martial. À un moment donné, dans son discours, il a pas appelé directement. Il a dit qu'il y a Safitne, je ne sais pas comment on dit ça. Safitne, quelqu'un qui fait, en fait, je ne sais pas si elle peut m'aider. Quelqu'un qui crée des troubles, quelqu'un qui n'est pas... Voilà. On va en guerre, quoi. On va en guerre, voilà. Donc là, c'est un discours adressé à Sonko parce qu'il a nommément, il a même caricaturé que le vent en guerre, voilà, ici,
tu n'auras pas en fait voilà, la place qu'il faut pour... La République, c'est lui. On va avancer par ces questions de confiance. La confiance ne concerne pas seulement que les relations entre États. Cette fois-ci, elle se construit aussi entre un pouvoir et ses citoyens. Voilà qui nous mène justement à la problématique de la diplomatie comme art du dialogue. On en a parlé en référence à cette déclaration, cette fois-ci de Macky Sall, ancien président, comme par hasard encore du Sénégal, candidat cette fois-ci au poste du secrétariat général des Nations Unies. Je vais le citer. Le secrétaire général doit pouvoir, avec toute l'autorité requise, parler aux principaux belligérants. Il doit être un bâtisseur constant de ponts entre les pays et de création de confiance. Encore question de confiance. Macky Sall, justement, répondait à l'oral qu'il passait devant l'Assemblée nationale. Donc, en tout cas, ceux qui étaient désignés pour valider sa candidature simplement. Alors, est-ce qu'il donne déjà le tempo, Goran? Est-ce qu'il donne le ton, s'il est élu? Oui, mais ce discours, je pense qu'on le retrouvera dans la bouche de tous les candidats. Parce que c'est banal, quoi. C'est ce à quoi est destiné être le secrétaire général de l'ONU. Oui. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le cadre international, géostratégique et politique s'y prête? Est-ce que l'ONU est toujours écoutée? Est-ce que l'ONU est toujours l'autorité suprême qui dicte les choses? Avec ce qui est en train de se passer du Conseil de la paix du président Donald Trump, qui, sans se le cacher, est concurrente de cette perspective mondiale d'acteurs de paix, ça étonnerait que le président de l'ONU arrive véritablement à exprimer. Sinon, le discours, le secrétaire général de l'ONU, du moins, sinon le discours, il est bien articulé, il est cohérent, il est à propos, mais dans les faits, est-ce que c'est possible? C'est un peu Mohamed, oui. C'est un peu pire qu'il a... Est-ce que, justement, la question c'est de savoir, est-ce que l'ONU peut encore produire de la confiance dans un monde de plus en plus fragmenté, ce qu'il décrit? Bon, moi je pense que l'ONU, à l'heure où nous sommes, en fait, c'est une anomalie, hein, franchement, il faut le dire, parce que tant que les pays africains qui constituent 54, il n'y a pas de siège pour un pays africain, on n'aura pas réglé en fait un problème. Et je pense que c'est l'élection de Macky Sall, tant si bien qu'il sera élu, ce qu'on souhaite bien sûr, peut-être qu'il pourra régler en fait un peu l'équilibre des pays présents et des continents. Mais Kofi Annan était là, ça n'a pas changé. Mais entre-temps, il est ghanéen, africain oui, aussi. Kofi Annan est passé, Boutros Ghali est passé là-bas aussi, oui, un Égyptien. Donc, oui. Donc ça ne change rien du tout. Oui, mais avec Macky Sall, peut-être on va espérer quand même qu'il puisse, parce que lui-même, bon, quand il parle de quelqu'un qui a une constance, parce que Macky Sall, quand même, il a réussi à parler à tous les chefs d'État. Ouais. Que ce soit tous les pays en fait, du Conseil de sécurité, vraiment, il a de bonnes relations avec eux. Ça, c'est peut-être... D'ailleurs, il y avait une question, je vous coupe comme ça, si vous continuez dans la même lancée. Il était interrogé dans l'attitude à adopter face justement à un membre permanent du Conseil de l'ONU, justement, mais qui violerait la charte. Voilà. Macky Sall a évoqué justement sa rencontre avec Vladimir Poutine et ensuite Zelensky. Donc, il peut parler à tout le monde, quelle que soit la position et la posture. Il avait tenté lors des premières... Alors qu'il était... président du Sénégal... de l'UA. Exactement, voilà. C'est le seul président, vraiment... Enfin, pas le seul. Vraiment, il fait partie des rares présidents reçus par Vladimir Poutine, avec qui, vraiment, il avait une discussion vraiment très proche. Après, les tensions géopolitiques, c'est les tensions. Il y a des... C'est que ça passe off the record, donc qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas réussi. Mais ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à Macky Sall, bon, il va pas, aucun des candidats présents ne pourra apporter le changement qu'il faut. Parce que les grandes puissances, que ce soit la Chine et la Russie, demandent une refonte, une nouvelle gouvernance des Nations Unies. Ce que les États-Unis, peut-être un peu l'Europe, refusent parce que quand même, ils ont le levier au niveau des Nations Unies. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... L'ONU, comme disait Chirac, c'est le machin, quoi. Rien ne va changer. Tant que cette gouvernance ne va pas changer, intégrer d'autres pays, notamment africains, on va rester à l'état. Donc nous aussi, on ne va pas changer l'ONU. Donc on avance alors. On vient sur des questions qu'on pourra peut-être changer cette fois-ci, c'est sur les tensions diplomatiques et questions migratoires. Ça nous ramène en Afrique du Sud encore, parce que c'est le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, qui prêche justement pour sa chapelle, hein, comme on dit, je le cite, il dit que le débat demandé par le Ghana, justement, ne doit pas se résumer à un échange d'accusations
à des manœuvres politiques bon marché à l'encontre de l'Afrique du Sud, ni des étiquettes arbitraires attribuées à notre pays, car cela ne servira à rien. Je pense qu'il est cash en réponse à son collègue, ghanéen qui indexe l'Afrique du Sud dans ce comportement vis-à-vis des migrants africains. Et El Gueye, est-ce que ça vous inspire un autre commentaire qui n'est pas celui de dire simplement ils ont le droit quand même d'accueillir qui ils veulent chez eux et quand ils veulent? Je pense que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, est en train de se faire une image à l'international qui n'est pas vraiment très bonne. Parce que le fait de vouloir pointer du doigt les migrants comme cause de leurs problèmes économiques, de leurs problèmes sociaux, c'est très facile, c'est un raccourci très simple. Je pense que malgré aujourd'hui le départ de certains migrants dans certaines zones, on trouve toujours les mêmes problèmes, on a toujours le même problème de main-d'œuvre, les mêmes problèmes économiques. Donc la question, elle est plus profonde que ça. C'est un pays qui était peut-être le plus avancé d'Afrique. Et c'est normal que les pays voisins qui sont dans une situation moins confortable essaient d'aller vers là-bas pour chercher du travail, pour chercher à se construire une vie. Maintenant, il ne faut pas que les problèmes économiques et politiques d'un pays poussent les citoyens à accuser d'autres. C'est ce qui s'est passé. Et on l'a vu même partout, dans tous les médias, on a vu des scènes quand même qui sont déplorables, où il y a des expulsions de familles entières, où il y a des destructions de biens. Et ces accusations ne tiennent pas la route, ça ne tient pas la route. Je suis d'accord que tout pays doit essayer de réguler la question migratoire, mais il faut y aller avec intelligence. Justement. Parce que, je veux juste terminer sur ça, parce qu'aujourd'hui, les Sud-Africains, ce n'est pas un pays qui vit en autarcie. C'est pas aucun pays ne le fait. Donc ils sortent, ils voyagent partout, ils investissent ailleurs, comme d'autres le font chez eux. Donc à un moment donné, je n'ai pas compris l'attitude des Sud-Africains. J'espère qu'au plus haut niveau, je parle au niveau des dirigeants, ils vont avoir le discours qu'il faut pour que ceux qui sont dans ces opérations-là puissent se calmer et comprendre qu'en tant qu'Africains, la plus grande richesse que nous avons, c'est aujourd'hui notre capacité à pouvoir se déplacer dans les pays qui composent ce continent-là. En tout cas, au plus haut niveau, et là j'évoque ça justement, dans la foulée du chemin, ça nous ramène à la déclaration du président sud-africain simplement, parce que lui aussi, dans la foulée, justement, Cyril Ramaphosa est monté au créneau en déclarant, je le cite, « Il ne faut pas non plus faire des migrants ou des personnes venues de l'étranger les boucs émissaires du chômage, de la criminalité ou des défaillances dans la prestation des services publics. Notre mission consiste à veiller à ce que les migrants soient gérés de manière à respecter les droits et la dignité de tous. » Est-ce que Ngoran, il met un peu d'eau dans on va dire ça, dans le thé de son ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'il calme le jeu? Absolument, il calme le jeu. Il tient un discours qu'on attend d'un personnage politique public, d'un chef d'État. Parce qu'aucunement, comme disait tantôt El Hadj, on ne peut passer les migrants pour la cause de tous les maux, de tous nos maux. Voilà. Quand on paie un pays de l'histoire récente qu'on a de l'Afrique du Sud, absolument pas. Ce n'est pas les migrants subsahariens qui devraient être la cible de leur courroux, de leur désarroi. Non. Ce problème indexe la responsabilité même de l'État quant à pouvoir assurer une perspective meilleure à ses habitants. L'Afrique du Sud, c'est pas 20% des ressortissants étrangers, c'est pas 5%, à peine 5%, 4-5%. 4-5% à peine. 4 millions d'étrangers sur une population. 68 millions, c'est ça. Sur 60 millions. Et qu'est-ce qu'on dénonce? Que les subsahariens qui y sont des concurrents dans les petits métiers. Est-ce à dire que les Sud-Africains sont appelés à faire des petits métiers? C'est un gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Donc, ce discours tranche avec celui de son ministre des Affaires étrangères et recadre le débat.
Oui, en fait, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, en fait, les étrangers renvoient une image de pauvreté, une image d'exclusion, d'inégalité. Parce que les Sud-Africains, en réalité, qui combattent les étrangers, c'est des gens qui sont dans des quartiers populaires, qui sont vraiment dans des townships. Voilà. Parce que eux, quand ils voient un étranger, ça c'est sociologique ce que je dis, quand ils voient un étranger, l'étranger qui quitte son pays, apparemment pauvre, ou bien qui n'a pas les moyens, il revient, vous vivez côte à côte dans le township, il vous renvoie l'image que vous n'êtes pas intégré dans la société. Moi qui viens d'arriver, on est même pied d'égalité. Et là, ça crée en fait une certaine colère, une certaine frustration des Sud-Africains. Donc lui, il vient hier, il vit côte à côte avec moi. Moi, quand je le vois, il ne me rend pas mon image de pauvreté, d'exclusion dans l'inégalité que vivent en fait les Sud-Africains. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, la question de la chasse aux étrangers, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça devient maintenant structurel, ce qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, lui, il vit... Aucun chef d'État n'a pu régler la question. Parce que peut-être que, voilà, c'est une base électorale extrêmement importante. Ils ne veulent pas y toucher. Dès que vous commencez à pourchasser en fait, les Sud-Africains qui ne veulent pas des migrants, là, vous touchez à une base électorale très importante. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de camoufler. Mais d'ailleurs, on s'estime heureux que le ministre ghanéen, enfin le Ghanéen, a demandé, je parle même du ministre des Affaires étrangères Ghana, a demandé un débat. Un débat, oui. Et j'espère qu'on restera. De l'Union africaine qui demande ça. J'espère qu'on restera dans ce débat. Parce que ce n'eût été en fait une demande de discussion, de débat, ça aurait été vraiment une réciprocité. Et ça a commencé au Nigeria, je pense qu'on avait commencé à chasser les Sud-Africains. Et le ministre ghanéen, bon, c'est dommage que la réponse du Sud-Africain, vraiment, elle est totalement à côté de la plaque. Parce que cette question, on l'a dit tout à l'heure, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à un défaut de médiation qu'on a dans nos continents. La SADC, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. L'Union africaine, déclaration. Donc, du coup, ces genres de questions, ce n'est plus une question sud-africaine. La SADC, c'est la communauté des États de l'Afrique australe. Mais le problème qui se pose, je termine sur ce point, ce n'est plus une question afro-sud-africaine. C'est une question régionale. Donc, si on n'y prend pas garde, et enfin, l'effet d'entraînement qu'on avait dit tout à l'heure, peut-être d'autres pays, d'autres zones auraient peut-être tenté de dire, écoutez, ces gens, ils ont raison, parce que malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde très compliqué. L'effet d'entraînement, les réseaux sociaux, ça emballe tout. Absolument. Et malgré qu'il y a aussi peut-être des lobbies qui essaient de tenter. Moi, je pense que là, c'est un type l'Union africaine, déjà les organisations régionales, de revoir un peu les mécanismes de médiation. Et ça, c'est très important. Si l'Afrique ne parvient pas à créer des mécanismes clairs, nets, sur des crises cycliques qui commencent à prendre le continent, moi je pense que là, on n'en parlera pas et puis les conséquences économiques seront là, quoi. En tout cas, le débat a été posé cette fois-ci au sein du Parlement panafricain, quoi, qui s'est réuni à Johannesburg la semaine dernière pour appeler justement à réagir contre toutes les violences de manière générale, quoi, en Afrique du Sud. Combien de débats on a fait en Afrique? C'est comme ça que ça commence, en tout cas. La question est posée. Maintenant, est-ce qu'on peut la résoudre sur un clic comment on appelle ça, un claquement de doigts? Non, peut-être pas. En tout cas, la sortie du président calme le jeu, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, on attendrait peut-être d'autres présidents, ou en tout cas de l'Union africaine, une voix qui prendrait aussi la relève et appelait justement à ce dialogue ou à ce débat? Je rejoins Diong sur ce point-là, parce que ce n'est pas des questions strictement sud-africaines. Quand ce genre de choses arrive, ça doit être pris en compte par tout le continent, parce que l'Afrique, encore une fois, c'est des peuples qui sont interdépendants. C'est des peuples qui sont ultra connectés. C'est la colonisation qui a fait qu'il y a eu des frontières par-ci, par-là, mais le déplacement a été toujours quelque chose qui est propre aux Africains. Donc aujourd'hui, il faut que les porteurs de voix, ou bien les dirigeants africains, les plus, en tout cas, en vue sur le continent, prennent cette question-là au sérieux. Et ça, c'est... Pour avoir un exemple de dirigeant africain qui pourrait... Je vais dire... Pourquoi pas l'Union africaine? L'Union africaine, oui. Bon, il y a quand même des pays qui sont les plus concernés par les questions migratoires aujourd'hui. Je peux donner l'exemple du Maroc, je peux donner l'exemple du Nigeria, je peux donner l'exemple de l'Ouganda. Mais oui, mais ça ne pourrait pas être quand même une démarche de s'immiscer aussi dans les affaires intérieures des autres pays. Donc, quand c'est discuté... Non, mais pas ça, c'est pour ça que je disais en fait des mécanismes. Quand c'est discuté dans un certain cadre, ça ne va pas être de l'immixtion dans les affaires internes d'un pays. Parce que c'est des pays qui sont confrontés au même problème. Donc, quand vous avez les mêmes problèmes, il faut peut-être
pouvoir s'asseoir pour essayer de trouver au moins un début de solution. Aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est d'exclure ces migrants-là? D'autant plus qu'il y a certaines villes sud-africaines qui pèsent économiquement, qui sont aujourd'hui en manque de moyens d'œuvre. Parce que quoi? Ces migrants-là sont partis. C'est-à-dire que les Sud-Africains qui réclament ces emplois-là ne vont pas les prendre. C'est juste qu'ils ne veulent pas voir les étrangers venir dans leur pays et réussir. C'est ça justement le ce qu'il disait, effet miroir. Est-ce qu'il renvoie aussi à leur situation de pauvreté? C'est ça la question, Goran. Hier, la situation était au niveau de la Tunisie. Et il y a eu une levée de bouclier, puisque là-bas, à la différence de Ramaphosa, le président tunisien a fait une sortie de route, une déclaration qui n'était pas opportune. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a une terminologie qui fait surface, on parle d'afrophobie, vous voyez un peu. Donc il est important que cette question soit mise au débat au sein de l'instance de l'Union africaine pour que l'on prenne des mesures. Parce que si l'on y prend garde, on risque d'avoir un drame colossal quelque part. Quand on est dans un monde où les conditions sécuritaires, les conditions climatiques, autant de conditions poussent les populations au départ à émigrer, voilà, on doit faire avec. On doit faire avec. On doit peut-être mettre en place des systèmes de quotas et autres, mais on ne peut pas faire passer tous les maux d'un pays sur la face des étrangers. En tout cas, pour le moment, plus de 115 000 ont été déjà expulsés, ou en tout cas sont partis, soit de leur gré, ou en tout cas forcés à partir. Et ça concerne plutôt les pays limitrophes d'abord, en plus du Nigeria et du Ghana. Parce qu'il faut rappeler aussi, c'est une grosse puissance économique et anglophone. Donc forcément, en dehors des Congolais et du RDC... C'est une zone de tension quand même. Aussi, oui. C'est une zone avec le Mozambique. Tous les pays limitrophes en fait, de l'Afrique du Sud, souvent, c'est des zones de tension. Donc la question de la stabilité sécuritaire, elle est très importante. Absolument. Donc s'il y a des balbutiements sécuritaires, tout ça, évidemment, les gens sont tentés de se déverser. Et les pays les plus proches, 80% en fait, de la population, la migration africaine, c'est 80%. Ça veut dire qu'en interne, voilà, ça veut dire qu'il faudrait, il faudrait quand même qu'on stabilise nos pays pour éviter vraiment un embrasement régional. Et malheureusement, voilà, nos instances régionales comme supranationales aussi ne font pas le travail nécessaire et attendre que la crise soit là pour essayer de jouer au sapeur-pompier. Malheureusement, on en est toujours là. Peut-être pour ça, il faudra encore investir les domaines économiques pour créer de la richesse, justement, pour fixer nos populations, justement. Et d'ailleurs, pour terminer notre débat, c'est sur ces questions-là, le dollar, les BRICS et la réalité économique, en décryptant justement cette déclaration du banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou, que vous connaissez très très bien, qui a été aussi candidat à la présidence du Bénin, je crois, qui a été conseiller ou presque ministre en France déjà aussi. Donc lui dit que la dépendance au dollar, justement c'est dans un débat, il disait que c'est un thème populiste. On a simplement besoin d'un numéraire international et le marché le plus profond aujourd'hui en dollars. Donc ça veut dire qu'on a encore du temps à utiliser le dollar comme monnaie de référence. Exactement, comme je l'ai dit, parfois on fait des sorties de route sur des questions qui peuvent prendre du temps à être résolues. Je donne juste l'exemple de la Chine. La Chine n'a pas, dès le départ, critiqué le dollar. Elle a échangé avec le dollar. Tout à fait. Mais elle a construit son économie en étant l'usine du monde, en produisant, en étant sur les marchés, en étant un pays exportateur, en étant un pays technologique. Et à un moment donné, quand on avance d'une certaine manière, on peut revenir sur les questions monétaires, sur les questions du dollar ou bien de l'euro. Malheureusement, chez nous, en Afrique, on prend des problèmes très sérieux dès le départ en se disant que c'est ça qu'il faut résoudre actuellement, au lieu de se dire qu'on a un continent de 50 et quelques pays. 54. On doit pouvoir créer notre richesse ici, transformer ici, exporter, vendre. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une certaine stabilité et une certaine assise monétaire pour pouvoir aujourd'hui concurrencer peut-être le dollar ou l'euro. Donc le dollar est juste un numéraire. Oui, exactement, c'est surtout ça. Échanger en dollars, ça nous dérange en quoi? Si aujourd'hui on arrive à avoir de bonnes industries en Afrique qui exportent et qui se font des devises et qui investissent dans les pays concernés, mais on va avancer sans problème. Donc la monnaie, c'est une question pour moi. C'est un avis que moi je... Peut-être je laisse... Oui, allez-y. Continuez. Moi, je dirais que c'est un avis que moi je partage. Ouais. Vous savez, les problèmes de l'Afrique, ils sont ailleurs
que sur ces thématiques-là. Vous voyez un peu. J'en prends l'exemple flagrant, c'est la question du CFA dans la zone ouest africaine. Aujourd'hui, qu'on sorte, on abolisse le CFA, qu'on n'abolisse pas le CFA, je ne pense pas que ça va stimuler d'une façon extraordinaire le développement. Le développement, il est ailleurs. Le développement, il est industriel. Il est industriel. L'Afrique pèse combien dans l'industrie? 2% de l'industrie mondiale? Non, c'est là-bas qu'il faut, c'est sur ces problèmes-là qu'il faut s'attaquer. C'est sur ces sujets-là qu'il faut. Pourquoi on pèse 2%? Est-ce parce que nous n'avons pas les ressources humaines, les compétences qu'il faille? Est-ce parce que nous n'avons pas les structures qu'il faut? C'est sur ça que nos chefs d'État doivent aller, c'est sur ces terrains qu'ils doivent aller et éviter un peu les discours populistes. Parce que demain, quand on devient assez fort, comme la Chine l'est devenue aujourd'hui, on peut dicter sa loi, on peut imposer ses conditions aux négociations. Voilà. D'autant plus que l'éco, par exemple, si on change vers l'éco, ce sera la même parité par rapport à l'euro. Donc, c'est seulement le nom qui change, mais en réalité, la monnaie, elle a la même valeur par rapport à l'euro et au dollar. Il l'a dit, je pense, il nous a dit que c'est juste numéraire. Exactement. C'est une sorte de... Mais moi, avant de la question, en fait, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que cette question, en fait, ces déclarations de Zinzo ne nous concernent pas, nos Africains. Ne nous concernent pas. Et tu l'as dit, en fait, nous, on pèse 2% sur le commerce international. En quoi un pays africain, qui plus est même riche, a une influence pour un peu modifier le cours du dollar? C'est une question, en fait, pour moi, qui s'intéresse à la Chine, à l'Europe. Parce que... BRICS, exactement. Mais la question du dollar, si on le regarde, en fait, sous le prisme économique, on fait erreur, en fait. C'est un levier politique, c'est un levier géopolitique. L'exemple que je prends le plus simple, c'est que quand les États-Unis veulent un peu imposer des règles commerciales ou bien des règles politiques, c'est le dollar qu'ils activent. Absolument. Pression, fermeture ou bien en fait sanctions, tout ça. C'est parce que ces pays commercent pour surveiller les flux en fait de la finance mondiale, la finance l'argent le terrorisme, le blanchiment, tout ce que parce que le commerce mondial aujourd'hui c'est fait avec le dollar. Mais les États-Unis, en tant que première puissance mondiale, pour asseoir et renforcer un peu leur puissance, il n'y a aucun levier, ce n'est pas une bombe nucléaire qui va faire ça, c'est le dollar. C'est le dollar, absolument. Donc, ce qui se passe avec... Oui. Parce que d'autant plus qu'il n'y a aucune alternative crédible aujourd'hui qui s'offre encore les mêmes garanties que le dollar. Exactement. On va le dire comme ça parce que quand même, c'est le marché financier le plus liquide, quoi. Et je voulais terminer sur ça. C'est-à-dire que peut-être... Si on laisse le dollar, on va aller vers... C'est-à-dire, on va aller vers le yuan ou le yen ou, je ne sais pas, la lire, je ne sais pas. À un moment, je ne sais plus. Non, mais c'est une guerre économique qui est là, qui est latente et qui va arriver... Très prochainement, parce que la Chine, aujourd'hui, les bons du trésor américain sont détenus par qui? Par les Chinois. Et donc la Chine est en train de préparer pour un peu faire basculer en fait, l'économie mondiale au profit en fait, de son économie. L'Europe arbitre, on ne sait pas comment l'Europe va passer. L'Europe aussi est en train de travailler étroitement avec les Chinois pour préparer en fait, cette transition. Mais pour le marché, en fait, il a parlé d'un besoin de numéraire international. C'est là où en fait, les bitcoins sont intéressants. Et je pense que les États-Unis l'ont compris. Ils sont en train d'amorcer en fait, vers une transition d'une monnaie numérique. L'Afrique, malheureusement, on est très loin par rapport à même avoir une monnaie commune, une monnaie vraiment très forte. Mais le monde va basculer vers la monnaie numérique. Est-ce que nous, on sera capable non seulement d'absorber une nouvelle dynamique économique mondiale? Je ne crois pas. Donc, dès l'instant que nous-mêmes, on ne pèse rien sur l'économie mondiale, nos finances sont totalement occultes, il n'y a pas de transparence, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je pense que les économistes africains devraient travailler d'abord à asseoir une lisibilité de nos mécanismes de financement et de la finance africaine, pour maintenant essayer de nous projeter, pour un peu ajuster par rapport au prochain bouleversement en fait, de l'économie mondiale qui viendra sous peu. Ça, c'est clair. Goran, peut-être pour terminer sur cette question. Oui, sur cette question, on ne dit pas que ce n'est pas un problème, ou bien ce n'est pas, ça ne mérite pas d'être discuté. Mais ce qu'on dit, c'est que pour ce qui concerne l'Afrique, elle est encore très loin du débat. Parce que quand demain, ça ne sera pas l'euro, ça sera une autre monnaie de laquelle l'Afrique va encore dépendre. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est un peu ça pour que je rejoins pour dire il faut éviter le débat populiste. Exactement. Parce que c'est ce qui... pour moi, ce n'est pas populiste, c'est un débat prématuré en Afrique. Ouais, justement, dès lors qu'il est prématuré, il devient populiste. Mais après ça, il faut poser le débat et nous projeter. Parce que si on ne se projette pas en fait, dans les dynamiques économiques mondiales,
Yao, on sera toujours en retard. Vous posez le débat, à mon avis. Pour poser dans cette dynamique économique internationale et mondiale, il faut être à la table. Et pour être à la table, il faut transformer. Exactement. Oui, on n'est pas à la table. On en a fait le nœud du problème, et ce n'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est ce qu'on disait. On a 60 ans d'indépendance. Il faut transformer, il faut qu'on produise ici, qu'on puisse travailler ici, qu'on puisse exporter à partir des bases. Et surtout former ici. Former ici. On a 60 ans d'indépendance révolue, et encore nos meilleurs, on les forme où? Il faut qu'ils aillent au MIT, il faut qu'ils aillent à Sorbonne. Après 60 ans, on n'a pas un système éducatif qui donne la connaissance appropriée en Afrique. Bon, beaucoup moins quand même qu'avant, beaucoup plus, je vais dire, quoi. Voilà, justement, peut-être on va finir sur cette note un peu amère, je pense. Elle n'est pas très agréable, en tout cas. Toutes ces questions, tous ces sujets semblent éloignés. Pourtant, justement, à y regarder de plus près, on va voir que tout ça se tient. Parce que la CEDEAO, je vais dire, cherche toujours à renouer avec l'Alliance des États du Sahel. Le Sénégal veut tourner la page des tensions internes, justement, en parlant de Va-t-en-Guerre qui est fini. Macky Sall continue sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU. L'Afrique du Sud tente d'éviter aussi les crises politiques, les crises qui alimentent les divisions sociales, parce que c'est ça la question. Et Lionel Zinsou, justement, c'est sur lui qu'on a fini tout à l'heure, rappelle que derrière les discours souverainistes, surtout, la confiance reste la première monnaie des relations économiques. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux que ça pour dire simplement que le jeu, enfin en tout cas le combat est ailleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour la dernière de cette année. Merci surtout aux équipes techniques, éditoriales et de production de Medi 1 TV qui nous ont permis chaque semaine de tenir ce débat éclairé grâce encore cette fois pour la DER. C'est eux qui ont eu l'honneur justement de conclure. Mohamed Ndiong, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour l'honneur, Bachir. El Hadj Mamadou Gueye, merci. Même s'il vous a appelé tout le long de l'émission, El Hadj Malick. El Hadj Mamadou Gueye, c'est pareil. Merci en tout cas. Ngoran, je t'aime Yao, merci beaucoup. Merci, Lader. Merci. Et on vous dit à la rentrée prochaine, Inch'Allah. Merci.